Bonjour Franz Ebader. Bonjour. Bienvenue dans le studio d'Ouvringo. Vous êtes le fondateur de Green Technology et d'EasyDrive, deux entreprises liées dans une démarche de transition énergétique fondée sur le solaire et sa transformation en électricité. Ingénieur centralien, votre parcours ne manque pas de surprendre. Vous qui êtes aujourd'hui un promoteur intarissable, devrais-je dire inguérissable, de la transition énergétique vers le solaire et l'énergie électrique qui en découle. Car, et c'est là qu'on est aussi surpris, vous venez du monde du pétrole, énergie fossile, énergie carbonée s'il en est, et dont vous dites que c'est une énergie, vous dites aujourd'hui, que c'est une énergie chère, fossile, polluante et importée. On est aussi surpris quand on découvre que vous êtes adepte, devrais-je dire addict, du yoga et de l'Ayurveda, dans lesquels vous puisiez votre énergie, au point d'établir un parallèle avec l'énergie déployée par le soleil et l'énergie d'une société au-delà du territoire. Alors, la question qu'on peut se poser, vous qui avez bossé dans les plateformes pétrolières offshore en mer du Nord, en Angola, au Congo, vous me direz si je me trompe d'ailleurs, chez Total, par quelle opération êtes-vous parvenu à passer du pétrole au solaire ? Y a-t-il eu chez vous une sorte de déclic pour opérer cette bascule dans le solaire électrique? Bonjour encore. Alors, très surprenant comme présentation, mais je me reconnais très bien, donc merci pour ça. Pour répondre à la question concrètement, oui, il y a eu chez moi une prise de conscience. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'elle soit arrivée tout d'un coup, mais finalement, elle a démarré assez tôt. Je me souviendrai toujours de mon premier séjour en Angola, c'était en 2000. Donc je travaillais dans une compagnie pétrolière, très bien payée. Et à ce moment-là, j'ai réalisé le fonctionnement du monde. J'avais jamais réalisé la stratégie de l'extraction de valeur. C'est-à-dire que quand je suis arrivé en Angola, qu'est-ce que j'ai constaté? C'était un pays qui avait l'air d'avoir un potentiel de tout en fait, de l'énergie, une terre très riche, une histoire très riche aussi. Et ce que je constatais, c'est qu'on puisait leur pétrole offshore. Les Angolais ne voyaient même pas la couleur du pétrole puisqu'ils n'arrivaient jamais à terre. Et qu'on leur faisait importer nos denrées. Donc en plus, on déstructurait leur économie puisque en fait, il y avait des coûts tellement chers pour les expatriés comme moi à l'époque et d'autres que les loyers des villas pouvaient aller de 1000 à 10 000 dollars. Tellement il y avait Et du coup, impossible pour un Angolais lambda de vivre. À l'époque, les Angolais avec qui on travaillait touchaient 250 dollars par mois, 300 dollars par mois. Peut-être que ça s'est amélioré depuis. Mais en fait, voilà. Donc moi, j'ai un petit peu réalisé en fait tout ce montage et ça a commencé, ça a débuté ma prise de conscience. Alors, juste une précision, ça veut dire qu'au niveau de l'école, je crois que vous venez de Centrale Supélec, si vous me dites un sorte exact. Alors, Centrale Paris a été fusionné depuis avec Supélec. Voilà. Et donc, vous, dans les cours, c'est des aspects des choses qui ne sont jamais traités. Alors, non seulement c'est jamais traité dans les cours, ni dans la littérature, ni à la télévision, mais en plus, moi, j'ai aussi travaillé en mer du Nord. Et en mer du Nord, on voit des choses très différentes, en fait, puisque j'étais entre l'Écosse et la Norvège, qui sont des pays très bien structurés, du coup, et qui ont profité de la manne pétrolière pour développer leur territoire. Donc, une autre démarche. Exactement. Et une démarche, finalement, avec une structuration politique extrêmement bien ancrée, et avec une vision de très long terme qui a permis en fait de ne pas se laisser absorber ou bouffer, pour parler mal, par des multinationales dont finalement on peut pas, on n'est même pas obligé d'être dans le jugement avec ces multinationales dont l'objet c'est l'enrichissement d'elles-mêmes et quitte à déstructurer des territoires, en fait ces territoires-là, ces pays-là du Nord qui étaient très structurés politiquement ont profité de cette manne pour développer beaucoup de choses. Alors que d'autres pays du Sud qui n'avaient pas cette structuration-là. Je pense que vous avez compris. Tout à fait. On pourra dire beaucoup en ça. En tout cas, ceux qui suivent ces questions comprendront très bien, mais même au-delà. Je reviens quand même sur votre pratique du yoga. Vous avez effectué une année sabbatique en Inde, je crois que c'était en 2010. Tout à fait. Le pays du yoga, s'il en est. Un choix qui ne vient pas du hasard, me semble-t-il. Alors non, et en plus il m'a donné des réponses parce que, alors déjà le yoga vient de très loin. Chez moi, ma mère quand j'étais jeune faisait déjà du yoga, de la méditation.
quand on est jeune, moi j'en ai un peu profité parce que j'avais mal au dos dans mon adolescence et puis après, bon, j'ai plus fait la fête que du yoga. Et puis quand j'avais une trentaine d'années, j'y suis revenu parce que, en fait, quand on se pose les grandes questions existentielles, eh ben, on cherche des réponses et on les cherche jusqu'à ce qu'on les trouve. Et moi, je les ai trouvées là, en gros. Et ça a donné des réponses à beaucoup de choses, y compris à mon orientation professionnelle. Et je vais parler tout à l'heure peut-être un peu plus d'empowerment. Le yoga, l'ayurveda, les Védas, la philosophie indienne est basée sur le principe de l'empowerment, c'est-à-dire le fait que chaque être possède finalement un potentiel relativement infini. Et que tout l'intérêt en fait de cette vie sur Terre, c'est d'aller le chercher, de s'aligner avec ce potentiel et d'aller le développer. Donc, alors, j'ai noté que vous faites un lien entre votre pratique du yoga et ce passage du pétrole au solaire. Et en vous posant la question, je ne peux m'empêcher de penser à un enchaînement de postures. Est-ce que vous pensez à quoi je fais allusion? vous pensez à la salutation au soleil. Exactement. Voilà. Alors, salutation au soleil, alors, il paraît que ça s'appelle Surya Namaskar en sanskrit. Et cela fait, est-ce que, justement, si vous avez répondu, c'est que ça a fait sens pour vous? Ça fait énormément sens. En fait, le soleil représente pour nous l'apport énergétique fondamental. On oublie souvent que pendant des dizaines de milliers d'années, toutes les énergies étaient renouvelables et solaires. En gros, quand l'énergie du corps, en fait, quand on mange des aliments, ces aliments-là, c'est soit de l'animal, soit des végétaux qui viennent de la photosynthèse et les animaux. Il y a toute une chaîne en fait. En fait, ce que j'essaie de dire, toute l'énergie qu'on génère aujourd'hui à travers la photosynthèse et l'organique, soit directement, soit à travers les animaux qui les ont mangés, les herbivores, en fait, vient du soleil. Et moi, quand j'étais à l'école du pétrole et des moteurs après Centrale, on nous apprend tout le système de la diagénèse, de la création du pétrole et du gaz par enfouissement. En fait, même ce pétrole-là, c'est une matière organique qui, il y a des millions d'années, venait du soleil. Donc, alors, ce que j'essaie de dire, c'est que le soleil reste quand même l'énergie fondamentale de la Terre et qu'on utilise nous autres humains aussi. Très bien. D'ailleurs, j'ai pu lire, parce que vous pensez bien que je suis allé chercher des informations sur le sujet, et j'ai vu que lorsqu'on parlait de salutation au soleil, c'était une façon de remercier le soleil comme astre extérieur, de faire don de vie, de nous faire don de vie, et plutôt don de vie à la planète, et puis aussi au soleil intérieur, en nous offrant la conscience. Vous vous retrouvez là-dedans? Alors, oui, le yoga, c'est une discipline multidimensionnelle. J'ai envie de dire, sans en faire l'apologie, qu'à minima, c'est une bonne petite gym du matin qui nous donne la pêche. Au-delà de ça, c'est un moment effectivement de conscience de soi. Et alors, je n'ai pas prévu de parler tellement de yoga, et fondamentalement, oui, le mot magique, c'est la conscience. En gros, le yoga, c'est une technologie qui nous permet de réaliser notre nature profonde. Parce que notre nature profonde n'est pas juste notre pensée et notre personnalité. En fait, tout ça est fluctuant. Hier, j'étais consultant dans le pétrole. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. Je suis aussi père. Demain, je serai peut-être prêtre, pour ce que j'en sais. Et donc, notre personnalité peut évoluer, mais il y a quelque chose au fond de nous qui est unique. Et tout l'exercice du yoga, c'est de nous faire prendre conscience de ça. Je ferme la parenthèse. À la fin, c'est quand même un exercice profondément d'empowerment, dans le sens où c'est un exercice qui nous permet de prendre conscience de notre nature illimitée. C'est justement notre atavisme culturel, nos habitudes, notre éducation sont nos limites aujourd'hui, qui sont nécessaires pour survivre, ne serait-ce que pour toucher les salaires. Mais notre nature est illimitée. Demain, en fait, c'est ça, le yoga nous rappelle ça, nous aide à se rappeler de ça. C'est une quête permanente, il faut toujours aller chercher, aller découvrir, ce dépassement. En fait, c'est surtout se rappeler qu'on a à l'intérieur de nous un potentiel qui est bien supérieur à ce qu'on utilise au quotidien. Donc il faut le travailler, quoi. Exactement. Donc il y a une routine derrière qui est de se connecter à ça et de se rappeler, bon, je fais le chef d'entreprise, mais ce n'est pas ce que je suis. Et je pourrais être quelque chose de beaucoup plus différent. Voilà. Mais en tout cas, on voit bien ce qui vous nourrit, peut-être un peu une forme d'ADN chez vous.
Où en est-on aujourd'hui de Green Technology et de EasyDrive? Vous vous êtes imposé, me semble-t-il, comme un acteur de la transition énergétique, faisant appel au soleil. Vous êtes présent en Martinique, mais aussi en Guadeloupe, Guyane, Réunion. Ce sont des sites qui nous concernent en tant que Uvingo. Mais j'ai vu aussi au Maroc. Vous pensez la Corse? Alors, si vous permettez, je veux déjà faire un lien. Le motto de Green Technology, c'est bâtissons ensemble les modèles énergétiques de demain. Je vais revenir dessus. Mais c'est aussi empowering people. Donc, comme c'est de l'anglais, il faut bien. Pourquoi j'ai choisi empowering people, c'est-à-dire rendons les gens plus puissants? C'est parce qu'en anglais, power, ça veut dire électricité. Mais en fait, l'empowerment, il y a un vrai lien. C'est pas anodin en fait. C'est-à-dire que notre quête et notre raison d'être à Green Technology, et plus tard à EasyDrive, je reviendrai sur le lien, notre raison d'être à Green Technology, c'est que les territoires et les individus redeviennent un peu souverains de leur énergie, comme on l'était il y a 3000 ans, avec nos bœufs qui diraient la charrue, etc., le feu qu'on faisait, etc. Aujourd'hui, les premières et deuxièmes révolutions industrielles ont concentré massivement les appareils de production. Moi, je travaille sur des projets à 1 milliard, 2 milliards, 10 milliards de dollars, donc il n'y a que 5-6 boîtes qui peuvent faire ça dans le monde. Et notre stratégie, c'est de dire qu'aujourd'hui, la technologie permet, et on peut expliquer plus tard comment, de se réapproprier un de ces fondements du développement. Parce que tant qu'on n'est pas souverain de notre énergie, de notre conviction, c'est un peu comme l'alimentaire, mais ça c'est le sujet de quelqu'un d'autre, on est incapable d'avoir vraiment une base de développement sur un territoire. Très bien. Et donc Green Technology et EasyDrive? Alors, Green Technology est effectivement un opérateur de transition énergétique qui permet de faire ce que je viens de dire, se réapproprier notre souveraineté à chacun. EasyDrive est un accélérateur de ça. Green Technology, c'est une entreprise qui a pris 7 ou 8 ans pour asseoir son modèle technologique et son modèle économique. C'est normal pour une entreprise sur un modèle partiellement nouveau. Ce qu'on réalise, c'est que la demande est absolument phénoménale dans tous les territoires, avec des modalités, en France, je peux parler de la Corse, en Afrique, etc. Et que c'est extrêmement lourd de déployer une entreprise qui fait de l'ingénierie, qui fait des achats technologiques, etc. Et donc on a digitalisé une grosse partie de notre appareil productif, on va dire, qu'on a mis dans un module qu'on appelle Easy. Donc Drive, c'est pour les bornes, il y aura Easy Solar demain. Et en digitalisant, en fait on peut massivement déployer. Donc on ouvre la réunion, ce qu'on réalise, c'est que la réunion est opérationnelle. En moins de 6 mois, la réunion va être opérationnelle complètement. Et vous avez travaillé, je crois, pour la Réunion avec un acteur local, oui, tout à fait. Gérard Velment, et qui est aujourd'hui directeur des opérations chez EasyDrive. Exactement. Alors comment ça s'est passé justement? Parce que qu'est-ce qu'il faisait avant que vous soyez rentré en contact? Gérard, c'est un passionné de véhicules électriques depuis des années et il a monté une association qui s'appelle, de passionnés comme lui de véhicules électriques, donc d'usagers de véhicules électriques. Et on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. Et puis on a vraiment échangé. Toute chose qu'on ne pourrait pas faire hier. C'est là la numérisation de la société. Oui. Mais, comme on dit en termes un peu économiques, la barrière à l'entrée est la plus basse possible et ça permet à pas mal de gens de se retrouver. Alors, je vais revenir sur le digital parce que le digital est en fait la clé de l'accès à tout le monde à l'énergie en fait demain. Donc oui, le digital a permis ça et donc cette passion a créé des opportunités. Puis un jour, on a dit allez, on le fait ensemble, aussi simple que ça. Et ça a commencé au début de l'année? Alors, on s'est rencontrés fin d'année dernière et puis on a décidé. Là, il a lancé en mai la réunion. D'accord. Et vous suivez ça de près? Ah oui, et puis pas que moi en fait, il y a tout un écosystème qui tous les jours il a une réunion. Pendant 1 mois et demi ou 2 mois en fait, il sera accompagné tous les jours par quelqu'un de chez nous. Mais au-delà aussi, parce que j'ai vu qu'il y a quelques semaines, vous étiez à Station F. Oui. Alors, et parce que là, vous êtes présent à la Station F. Alors, on rappelle que c'est la halle Freycinet qui a été transformée par Xavier Niel et qui est devenue un lieu qu'on présente en Europe comme étant le symbole même de l'Internet, au-delà de l'Internet, du numérique, du digital au niveau français. Alors, la Station F, c'est exactement la mecque des startups. Alors, c'est vrai que les startups, on pense souvent digital, mais il y a beaucoup de startups qui ne sont pas digitales.
Et du coup, oui, on a été sélectionné à la station F à ce qu'on appelle le Founders Programme avec EasyDrive, qui a été reconnu comme une startup à très fort potentiel. Donc cette année, ça s'est vraiment enchaîné. On fait partie de la French Tech Martinique. Et on est aussi dans un programme d'accélérateur qui est l'accélérateur BPI. Alors ça, c'est Green Technology, qui a regroupé le top 20 des entreprises encore moyennes, mais qui ont un fort potentiel de croissance en transition énergétique. Donc la BPI a regroupé ces 20 entreprises-là et dans un programme d'une année pour nous aider justement à croître. Et c'est aussi une vitrine pour vous, le fait d'être là? Alors, c'est beaucoup de choses. C'est déjà une reconnaissance du travail de toutes les équipes parce qu'on a beaucoup travaillé avec beaucoup de résilience, des salaires très bas et beaucoup de difficultés. Il ne faut pas sous-estimer. Je pense que ce qu'on voit sur LinkedIn d'une entreprise, c'est le côté brillant, mais il y a les équipes, en fait, elles travaillent dur et parfois on a des échecs aussi, souvent, et qu'on se relève. Donc ça, c'est déjà une récompense, une forme de reconnaissance de ce travail. C'est aussi une vitrine, bien entendu. Mais c'est surtout un espace de croissance parce qu'on est en contact avec d'autres choses, on voit d'autres modalités, on rencontre des gens qui ont fait aussi des choses parallèles et on apprend énormément, on grandit. Et surtout, ce qui se passe, c'est qu'on voit rien les autres, ce fameux plafond de verre qui bloque l'empowerment, mais c'est un facilitateur pour le dépasser. Donc c'est extrêmement enthousiasmant. Et donc on a pris notre directeur des opérations de Guyane, et qui a accepté de prendre toute sa famille, de la déplacer à Paris et de lancer l'activité en France autour de la station F. Vous avez déjà des retours? Pardon? Vous avez déjà des retours justement de cette... Tout à fait. Ouais. Les premiers contacts sont déjà extrêmement enthousiasmants. Moi, je suis allé à Paris en juin, je suis revenu, j'avais la tête comme ça. Ouais. Et avec derrière des perspectives d'accroissement. Bien sûr. Alors, tout ce qui est croissance demande beaucoup de ressources. Des ressources humaines et puis ça demande à nous aussi de croître parce qu'on doit voir les choses différemment, c'est d'autres territoires, ce n'est jamais garanti, c'est un gros risque la croissance d'une entreprise, surtout une forme d'hyper-croissance, c'est toujours un risque pour une entreprise parce que ce qu'on sait faire à 10, 12 facilement sur 2 territoires, on peut vraiment faire imploser ou même exploser dans le sens négatif d'une terme, une entreprise en essayant de partir tout azimut et qu'on perd une forme de maîtrise, je n'aime pas le terme contrôle, mais de maîtrise, donc c'est un gros risque. On n'est pas du tout sûr que ça va fonctionner, mais on a décidé de tenter ce chemin-là et c'est sûr que ces ancrages, la station F et accélérateur BPI vont nous aider à structurer ça. Parce que cela suppose que toutes les personnes, tous les membres de l'équipe, tout l'effectif partagent la même vision des choses. Vous disiez au départ qu'il y avait des salaires qui n'étaient pas très élevés, etc. Lorsque vous croissez en quelque sorte, vous avez fait appel à d'autres personnels qui ne sont pas nécessairement en phase avec cette vision-là. Vous en assurez, notamment au moment du recrutement? Oui, alors, mais c'est même pas... Alors, le recrutement, c'est un premier filtre, parce qu'en fait, en général, soit en amont, soit en dernier, selon le profil, je rencontre la personne qu'on recrute pour partager avec lui ma vision, bien que l'essentiel des cadres la partagent déjà. Et en général, on recrute d'abord quelqu'un qui a une vision, un engagement propre. On est une entreprise d'entrepreneurs. Notez qu'en Green Technology, tous les salariés sont associés. Donc, chacun vient avec son propre drive et l'exprime. Bon. Mais une fois qu'on a dit ça, en fait, l'entreprise, elle croît, elle se développe. Moi, je n'avais pas imaginé avoir une boîte de plus de 5-6 personnes, très dynamique, c'est un peu ma personnalité, avec les gars avec qui on l'a monté au départ. Mais je n'avais pas imaginé que ça se dépasse la Martinique tellement. Et puis, ma soeur a créé la Guadeloupe, on a eu des opportunités, on a vendu des choses en Guyane, il fallait bien créer la Guyane, etc. Et du coup, on doit se transformer en fait. La boîte nous dépasse aujourd'hui et on doit en permanence courir après elle. Et ça demande une transformation intérieure. Donc, au-delà des recrutements qui sont très aléatoires, il y a des gens qui viennent, qui donnent la patate, et puis il y a des gens qui viennent et qui nous ralentissent. Mais ça, c'est naturel, c'est pas une science exacte. Mais même les gens qui sont là depuis longtemps, en fait, chacun d'entre nous, à un moment donné, on plafonne. Et c'est un énorme challenge pour un manager, mais parfois c'est moi qui plafonne, parfois c'est d'autres, de déplafonner. Et c'est là qu'il faut qu'on se réoriente dans l'empowerment. Qu'est-ce que c'est que l'empowerment? C'est précisément, on a plafonné par rapport à nos schémas mentaux, par rapport à nos fonctionnements, mais allons chercher à l'intérieur de nous. C'est De Gaulle qui disait quand
tout va mal, le grand homme va chercher à l'intérieur de lui la solution. C'est exactement ça l'empowerment. C'est-à-dire qu'il faut se transformer pour affronter les challenges que la vie vous propose. C'est de l'intérieur que la transformation se passe. Très bien, pour encore dire beaucoup sur un peu tout ce qui fait en quelque sorte l'ADN de vos deux sociétés. Mais je comprends que tout au moins, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse mettre le doigt sur ce que vous faites concrètement. Bien sûr. Parce que les gens se posent la question de savoir, lorsqu'on a dit tout ça, comment vous faites. Et je comprends qu'il y a un élément qui est très intéressant chez vous, c'est que vous partez de l'idée de l'autoconsommation, s'agissant des gens à qui vous amenez l'électricité solaire. Alors, je vais aller du plus large au plus, et je vais arriver à l'autoconsommation dans le détail. Donc, c'est pourquoi on le fait, c'est que chacun redevienne un acteur. Comment on le fait? On le fait grâce à 3 piliers technologiques: le photovoltaïque, donc le solaire, la borne de recharge, et donc le véhicule électrique, et l'Internet. Et pas n'importe quelle borne de recharge, je comprends qu'elles doivent être intelligentes. Oui, mais j'ai envie de dire que ça, c'est plus dans le détail. Mais fondamentalement, ce qui a changé la donne, c'est que l'énergie solaire est plus compétitive aujourd'hui et elle peut être distribuée chez chacun. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et une borne, c'est-à-dire que chacun peut devenir une petite centrale EDF quand même. Et avec une borne de recharge qui coûte, on va dire, entre 1500 et 3000 euros, chacun peut devenir une station totale, sans vouloir discréditer ces très grandes entreprises qui sont aussi très illustrées, nos clients, nos aimables clients. Et donc, ça donne déjà ça. Et en connectant tous ces actifs énergétiques sur une plateforme, donc EasyDrive, en particulier pour les bornes solaires, on permet effectivement de créer du lien entre l'usager et la nouvelle station essence. En gros, pour simplifier, vous mettez une borne de recharge chez vous et votre voisin met une centrale photovoltaïque et moi, je passe chez vous pour boire un verre. En fait, moi, je viens avec ma carte EasyDrive, je me connecte sur votre borne, vous me vendez de l'électricité, mais vous l'avez acheté en solaire à votre voisin. Et tout ça se fait par plateforme. Et cette espèce d'Internet de l'énergie, avec donc, où il y a des flux énergétiques et des flux financiers, permet à chacun de trouver sa place. Et ça va beaucoup plus loin que ça, puisqu'on a vu ceux qui ont... Parce que là, vous avez du foncier, vous avez un parking, votre voisin, il a une toiture, moi j'ai un véhicule électrique, mais quelqu'un qui n'a pas tout ça peut quand même devenir un acteur. Il peut devenir un installateur, un électricien, il peut devenir celui qui fait la maintenance, il peut devenir un apporteur d'affaires, donc un commercial. Et du coup, on crée tout un écosystème, en sachant que les électriciens peuvent devenir aussi des apporteurs d'affaires, tout un écosystème qui crée un modèle économique autour de ça, qui est local. Et en plus qui est compétitif, et in fine, ce qu'on cherche le plus, qui est équitable. Voilà. Oui, c'est très important. Et, vu l'expérience que vous avez justement sur les différents territoires sur lesquels vous êtes, comment ces populations réagissent à ça? Est-ce que vous sentez qu'il y a un engouement et que les gens sont prêts? On me dit par exemple qu'aujourd'hui, il y a le parc de véhicules entièrement électriques représente 1 millier à peu près, d'après les informations qui nous avaient été données par le directeur régional d'EDF Martinique, M. Flambard. Alors, nous, on aurait adoré que les citoyens accordent un accueil plus massif et plus enthousiaste. Mais ça s'est fait, et plus tôt, ça s'est fait par palier. Si je dois essayer d'expliquer comment moi j'ai vécu les choses, en dépit de tout ce qu'on peut penser, les grandes transformations, il y a 2 choses que moi je note qui sont importantes. La première, il faut des leaders charismatiques qui donnent des impulsions. Et des leaders, je vais dire 2 noms que beaucoup de gens n'aiment peut-être pas, mais nous, dans notre métier, il y a eu Ségolène Royal. Qu'est-ce que ce qu'on en pense? Quand elle était au ministère, elle a massivement fait la promotion de ça. Et elle a fait un travail d'enfer, parce que nous, on a noté la différence de chiffres entre 2015 et 2017. Et la deuxième chose qui s'est passée, c'est le Covid. Le Covid en lui-même a, je pense, déstabilisé les gens dans leur croyance dans notre système d'une façon générale, et je pense que c'est vrai pour l'alimentaire aussi. Et donc pour l'énergie, tout le monde s'est dit, bon, point d'interrogation. Et donc notre président, Emmanuel Macron, quel que soit ce qu'on en pense, quand il a lancé son grand plan de véhicule électrique, en fait, il a aussi massivement créé un shift dans la tête des Français, et donc des gens qui sont autour de nous. Donc on a vu ces 2 événements qui ont quand même accéléré la tendance. Mais évidemment, on aimerait que nos citoyens
y croient un peu plus. En fait, je pense que la plupart de nos citoyens pensent toujours qu'on est des rêveurs et qu'on ne va jamais y arriver, alors qu'aujourd'hui, nous, on est certains que c'est faisable, on le fait déjà. Il y a un modèle économique derrière, il y a un modèle pour nos clients qui sont donc empowered énergétiquement et pour nous-mêmes, puisqu'on arrive toujours à survivre année après année. Mais lorsque vous voyez quand même qu'on achète de plus en plus de voitures électriques, même si ça reste résiduel, c'est plutôt une bonne chose, non? Alors, c'est une chose qui... Pour la voiture électrique, ce n'est pas la panacée. Son impact environnemental est quand même sur sa durée de vie. C'est les cycles de vie qu'il faut regarder. Sur son cycle de vie significativement meilleur que la voiture thermique, l'idéal, ce serait quand même qu'on partage des véhicules électriques, qu'on choisisse des déplacements et on ne fasse pas d'autres. Évidemment, qu'on réduise un petit peu. Mais oui, quant à se déplacer, c'est une très bonne chose, d'autant que ça permet de localiser le carburant qu'on met dedans, puisqu'on ne produit pas de pétrole, mais on produit du solaire, on peut le mettre dans les batteries des véhicules électriques. Donc c'est une bonne chose au total. Vous pensez que vous suivez ça de près? Bien c'est sûr, justement cette évolution. Bien sûr, mais je vais être très franc avec vous. Aujourd'hui, ça fait longtemps, ça fait maintenant depuis fin 2018 que ça ne dépend plus du citoyen. C'est-à-dire que les grands décideurs de ce monde, les Chinois, les Allemands et les Français, ont pris des décisions extrêmement fortes pour les raisons qui leur sont propres. Et la voiture électrique, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, sera massivement déployé sur nos territoires et à prix de plus en plus compétitif. Donc le shift, il est déjà acté, même si aujourd'hui c'est peut-être quoi, 5% du marché, mais ce sera un jour 40-50% du marché, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Donc on n'est plus à ce stade-là. Et puisqu'on parlait de maîtrise, on utilise des cellules photovoltaïques. Manifestement, on n'en fait pas dans nos territoires. Non, non. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas la panacée. Vous savez, l'industrie a un impact, et un impact à chaque fois qu'on fait un geste, qu'on achète un t-shirt, voilà, c'est un impact. Maintenant, c'est réduire cet impact, réduire les gestes et réduire cet impact-là. Il n'empêche qu'un panneau solaire, ça dure 30 ans, tandis que brûler du pétrole, ça dure 1 seconde. Et que en fait, toute l'énergie générée aujourd'hui massivement est générée à travers la chaleur, que ce soit dans les centrales nucléaires avec des turbines, dans les centrales diesel, etc. Moi, je suis un énergéticien de métier, j'ai grandi, j'étais petit, je fais de la thermodynamique d'énergie. Il n'y a absolument pas de type d'énergie qui soit plus dégradé que la chaleur. Donc sortir de la civilisation de je brûle tout comme mode de vie, de toutes les façons, c'est une très très bonne chose. On ne peut juste plus continuer à tout cramer. D'accord. Et en même temps, vous partagez l'idée qu'il faut avoir une idée et une pensée, la sobriété énergétique. La sobriété de tout, en fait. La sobriété énergétique, la sobriété alimentaire. Alimentaire, ça veut dire qu'il faut moins se manger, mais il faut peut-être accepter de manger un peu plus de fruits à pain quand c'est la saison, un peu plus de... alors on appelle ça beaucoup de Gilles à Riveplot, d'igname quand c'est la saison, et peut-être que les choses importées soient un petit peu plus l'exceptionnel, et le jus avec les fruits du jardin. Enfin, je ne vais pas me mêler d'agriculture aussi, mais justement sur ce point, on voit des initiatives de gens qui travaillent justement à faire en sorte que ça... Formidable. Je vous invite à inviter les gens de Petit Coquetier, qui sont des gens extraordinaires. Il y en a plein d'autres. Plein d'autres initiatives. J'ai pensé à ceux-là parce que je me suis revenu. Mais vous verrez qu'il y a des choses qui sont exactement le pendant de ce qu'on fait dans tout ce qui est la chaîne agroalimentaire. Et vous retrouvez des choses comme ça dans les autres territoires sur lesquels vous êtes, notamment des Outre-mer, Guadeloupe, Guyane, et même en France, Réunion. Il y a 2-3 ans, on est parti en vacances dans les Pyrénées. J'étais impressionné de voir que les villages faisaient leur bière, ils faisaient leur laine. Je pense que je ne sais pas comment c'est les autres pays, mais beaucoup de territoires ultramarins, mais même en France, dans les régions, vous voyez vraiment cette prise de conscience. Et ce sont des modèles économiques qui sont formidables, en fait, avec des contacts humains aussi extraordinaires. Merci. J'ai envie de vous demander, vous êtes venu ici jusqu'à nous en voiture électrique? Bien sûr, chargé au solaire à la maison. Ah ouais, carrément. Il faut bien. Et en termes par rapport aux embouteillages et tout ça, il n'y a pas trop de problèmes? Quant à la conduite, qu'est-ce que si vous voulez faire en sorte que quelqu'un qui vous écoute, l'inciter à passer à l'électrique, qu'est-ce que vous pourrez lui dire comme argument au vu de votre propre expérience? Je ne voudrais pas inciter les gens à passer à l'électrique, je voudrais inciter les citoyens à réaliser qu'on ne développera pas notre territoire sans que chacun soit
à nouveau un acteur de l'énergie. Tant que ce sont des multinationales, elles vont avoir des règles du jeu de multinationales dictées à la bourse. On a bien vu les dégâts que ça fait. Aujourd'hui, on a la capacité de faire nos choix. Et nos choix, en fait, le choix le plus puissant qu'on puisse faire, c'est avec notre porte-monnaie. Et donc ces choix-là, et surtout, ça c'est la première chose. La deuxième chose, comment y arriver? En fait, c'est de passer quelques minutes de temps en temps à refaire le lien entre les choses. Refaire le lien entre le fait que quand je pars de chez moi à Shellshare, moi j'habite au Marin, mais disons que j'habite au Marin, je vais à la plage au Carbet, eh ben, si je le fais en thermique, la chaîne des événements, alors nous on appelle ça le karma. Parce que le karma, en fait, c'est une mesure composite des impacts de nos actions. Mais pour ne pas faire peur, on va dire la chaîne des événements RSE, responsabilité sociétale et environnementale, qui a été créée pour ma voiture, mon essence, dans tous les pays du monde. Et quand on arrive à recréer ce lien-là, parce qu'aujourd'hui, le lien qui nous est proposé, c'est le lien des publicités 4x3, c'est brillant, je suis cool parce que j'ai telle bagnole, mais en réalité, il existe un autre lien. Et ce lien-là nous permet de prendre des décisions beaucoup plus puissantes. Merci Franz Ebader, je rappelle que vous êtes le fondateur de Green Technology et d'EasyDrive. Merci encore d'être venu, ça a été un plaisir. Merci.